Elle en refait le monde avec un petit nouveau, Alexandre Malafaille, Elisabeth Lévy, Clémentine Autain et Jean-Claude Dacier. Un Zemmour en promo, ça fait toujours du bruit. À l'occasion de la sortie de son livre, Un quinquennat pour rien, le polémiste a jugé ce matin sur RTL que islam et islamisme, c'était la même chose. Le même mot, Éric Zemmour poursuit, les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays. Une future opération militaire pour, je cite, nettoyer nos quartiers serait même dans les cartons de l'armée. Alors ces propos vous choquent-ils? Islam, islamisme, attention aux amalgames sur les réseaux sociaux, Benoît? Manifestement, Éric, tu as encore oublié ton comprimé de pas d'amalgame. Tu risques d'avoir des ennuis, lance petit, et ça n'a pas loupé. Un tollé en ligne après ces déclarations. Comment peut-on laisser dire des énormités pareilles sur la première radio de France? C'est honteux. Se désole Imran. Toute culture est précieuse et ne se réduit pas à ses dérives, rappelle SoFrench. C'est comme dire pas de différence entre allemand et nazi, soupire Bavard. Pierre, au contraire, lance bravo. Merci, monsieur Zemmour, pour votre courage. Charles aussi approuve. L'islam donne l'islamisme comme le pommier donne des pommes. C'est pas une religion, c'est un projet politique. Hier, déjà, sur le plateau de C'est à vous, Éric Zemmour avait lâché que donner un prénom qui n'est pas français à son enfant, c'est se détacher de la France. Zelda répond simplement Éric, prénom masculin scandinave, dérivé du vieux norrois Eiriker. Nous rappelons à Zemmour que la propagation de la haine est contraire à la République, tweet SOS racisme, mais Kamel Daoud lui comprend l'amalgame puisqu'il écrit si aujourd'hui islam est islamisme, c'est aussi parce que les gens de foi se taisent et s'en accommodent. Tu parles, Zemmour a juste trouvé l'astuce pour faire parler de soi quand on a été oublié par les médias. Rikan Choumi, ça amuse beaucoup moins Pilgrim qui pense que faire cet amalgame, c'est abandonner les musulmans sécularisés à l'islam sectaire. Il traite Zemmour de sbire anti-lumière. C'est vrai qu'il a le talent de bâtir des impasses intellectuelles, à croire qu'il désire la guerre civile plus qu'il ne la craint, conclut tristement Kader. Choqué, Clémentine? Oh bah oui. Oui, ah bah, très. pas forcément. C'est pas le problème d'être choqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'il y a maintenant dans le paysage politique un affrontement politique qui est d'ailleurs mal identifié. Parce que quand on entend Jean-Pierre Chevènement, Manuel Valls enfourcher de plus en plus les thèses qui sont les thèses qui ont été importées par le Front National, puis bien relayées par une droite dure, qui est la guerre des civilisations, qui est effectivement cette logique. Alors je ne sais pas si le terme est très approprié, mais d'amalgame. C'est-à-dire d'imaginer que un musulman qui pratique sa religion dans l'espace public est un djihadiste en puissance. Bon, ça c'est totalement délirant. Mais dans sa phrase, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il dit les Français ne sont plus chez eux. Comme si la majorité des musulmans aujourd'hui en France n'étaient donc pas français et étaient étrangers à notre société, à ce qui fait qu'on est un espace commun qui partage des valeurs communes. C'est un mépris profond pour ce qui est en cours aujourd'hui, c'est-à-dire une intégration très forte des millions de musulmans qui vivent sur le territoire français. Alors qui est après, si vous voulez, il n'y a pas de rapport entre l'islam et le djihadisme. Et de l'autre côté, tous les musulmans sont des djihadistes. Vous voyez, là, ces deux discours, on s'en sort absolument pas. Donc, il faut arriver à poser les choses de telle sorte qu'on puisse élever le niveau du débat. Mais en tout cas, ce type de propos, ça nourrit la logique de guerre et de guerre civile à l'intérieur du pays. Donc, je trouve ça terriblement dangereux. Alors, moi, je ne crois pas que ça nourrisse la logique de guerre. Moi, je vais vous dire en quoi je suis en désaccord avec Éric dans 2 minutes, avec Éric Zemmour. Je crois au contraire que ça nourrit quelque chose de salutaire, qui est un débat dont les Français ont besoin. Et je voudrais quand même vous amener, vous faites de la politique, donc Clémentine, faire de la politique, c'est parler aux électeurs, parler au peuple. Or, vous devez prendre en compte cette réalité que beaucoup de gens en France pensent exactement comme Éric Zemmour. Ils pensent que l'islam est un bloc et que si vous voulez... C'est pas pour ça qu'il pense bien. Hein, mais... Attendez, je l'ai dit à Clémentine en lui disant ça c'est une affaire politique. Ça ne veut pas dire qu'il pense bien. Maintenant, je ne crois pas. Je crois, si vous voulez, je pense qu'il faut se battre contre 2 aveuglements. Effectivement, contre ceux qui pensent que même les coupables ne sont pas coupables. Mais aussi contre l'aveuglement de ceux qui croient, et aussi contre l'aveuglement de ceux qui croient que c'est l'affaire de quelques djihadistes. Le problème est beaucoup plus profond que ça, et Éric Zemmour le cerne assez bien en partie. Je crois pour ma part, si vous voulez, je ne sais pas quels sont les mots. Je sais que notre problème vient de l'intérieur de l'islam, mais qu'il n'est pas tout l'islam. Voilà comment je le dirais. Mais ce que vous voulez dire, Elisabeth, pour être clair, c'est que à force de minimiser le problème, vous comprenez qu'Éric Zemmour, lui, le grossisse, quoi. Je dis, la première chose, je fais une remarque d'abord, c'est que ce sentiment qu'a Éric Zemmour et son argumentation, etc., est partagé par beaucoup de gens. Et quand on fait de la politique, ça doit être quelque chose... Ça, j'ai bien compris, mais le deuxième aspect de votre argumentation. La deuxième chose, c'est qu'en fait, moi, pour le dire très clairement, non, je crois que la réalité de tous les jours nous montre évidemment
si vous voulez, qu'il n'y a pas un seul islam, mais que nous avons un problème, je ne sais pas si moi je l'appelle plus ni salafiste ni rien, parce que nous avons un problème avec une partie de notre islam, une partie, ça vient de l'islam de France, qui est sécessionniste, qui est effectivement, qui est en quelque sorte incompatible avec nos mœurs, et pour la simple raison, il l'est dans les faits, parce que les gens se barrent des quartiers dominés par ce type d'islam, et ce problème-là qui n'est évidemment pas, et je crois que là, juste un mot quand même, je pense que là où Éric se trompe, c'est qu'il ne croit même plus à quelque chose qu'il a défendu lui-même, et dont Clémentine a raison. Si vous voulez, il y a une partie des musulmans de France qui sont d'origine musulmane, de culture musulmane, et qui sont des Français comme tout le monde. Ceux-là, on n'en parle pas. Mais il y a quand même une grande partie, si vous voulez, de ceux qui se sentent aujourd'hui musulmans, qui sont pas complètement d'accord avec la culture française. Et ça, il faut en parler et dire sur quoi nous posons des conditions. Voilà. Clémentine. Pardon. Non, mais je ne partage pas cette façon de voir les choses, parce que ce n'est pas une grande partie. Je veux dire, ce qui concerne le djihadisme, c'est archi minoritaire. J'ai parlé du dangereux. Séparatisme. Nous devons le combattre. J'ai parlé du séparatisme. Voilà. Mais Et a élargi. Je ne parle pas du djihadisme, je parle du terreau, je parle du séparatisme, de la contre-société, de la société parallèle, on a bien compris, dans laquelle vivent une partie des musulmans vers laquelle les barbus, évidemment, nous veulent les tirer. Donc nous avons une question stratégique, et c'est celle-là qu'il faut affronter, c'est la question stratégique, c'est que, est-ce que quand on rappelle du matin au soir, dans les médias, et faire de la politique, c'est se battre sur le terrain de l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire de comment se fait le débat d'idées et où est-ce qu'il polarise. Aujourd'hui, il polarise plutôt du côté des thèses défendues aujourd'hui par Éric Zemmour, qui polarise de ce côté. Non, mais non. Effectivement, la France est menacée, si vous voulez, culturellement, par cet islam séparatiste, bien sûr. La France est menacée. Non, mais oui, la France est menacée par beaucoup de choses, et notamment par cette. Moi, ce combat-là, Alexandre Malafaille, il faut que ça reste pas un débat entre toutes les deux. Alexandre. Ce combat-là pour les mœurs, c'est pour les femmes. Il s'est passé quelque chose. Alexandre Malafaille. Non, Clémentine, juste une seconde. Il s'est passé quelque chose de très grave en France. Il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, le 7 janvier, il s'est passé Charlie. Bon, je pense qu'on peut tous se souvenir autour de cette table, et nos auditeurs également, que avant Charlie, ce type de débat était impossible. Oui. Il y avait une espèce de chape de plomb d'omerta sur la problématique de l'islam en France, ou l'islam de France. On n'en parlait pas. Ça n'a pas beaucoup changé, la preuve. Hein. Oui, alors c'est ce que je veux dire, c'est que ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que moi, il faut que Zemmour s'exprime, qu'Éric Zemmour s'exprime, eh bien il s'exprime. Qu'il fasse son buzz, il fait son buzz. Qu'il dise ce qu'il a à dire, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il faut vraiment regarder les problèmes en face. Aujourd'hui, les problèmes liés à l'islam en général, et en particulier en France, on ne veut pas bien les regarder en France. Le problème, c'est pas l'instant T. Moi, je ne partage pas votre point de vue, Madame Autain, sur la tendance à la bonne intégration. Je crois au contraire qu'il y a un mouvement mondial. Il suffit de regarder la carte du monde de 1960, de voir la carte de l'islam aujourd'hui, de l'islam radical, et de voir qu'il y a un mouvement général. Laissez-moi finir. Il y a un mouvement général. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une tendance démographique qui est à l'œuvre, et que en 2030 ou en 2050, les équilibres auront profondément changé par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. La vraie question, c'est par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on laisse faire, comment on vit, comment on tolère? Est-ce que demain on accepte effectivement que notre pays soit composé d'une partie de gens qui portent un projet politique qui est un projet politique religieux, ou est-ce que on décide que on va reprendre ce débat passionnant dans un instant après la pub, et notamment avec Jean-Claude Dacier. Et vous causez bien. On refait dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel. Et on reprend notre débat ce soir avec Alexandre Malafaille, Elisabeth Lévy, Clémentine Autain et vous, Jean-Claude Dacier. Donc le débat moi je lancé dis par Éric Zemmour. Quelque chose de très simple pour commencer, c'est que heureusement que nous avons que nous avons Zemmour. Éric Zemmour. Son prénom Éric. Heureusement que nous avons Zemmour. Parce qu'il a au moins un mérite. Je suis pas zémourien sur toute la ligne. Je partage pas toutes ses pensées. Je reconnais que parfois il jette le bouchon un peu loin. Mais heureusement que nous l'avons pour avoir introduit avec brio, à travers ses livres, ses papiers, le problème qui existe dans ce pays et qu'on ne peut pas se contenter de nier en disant on va mettre la poussière sur le tapis, on n'en parle pas, c'est l'affaire de quelques dizaines de types. L'essentiel des musulmans dans ce pays sont les amoureux de la France, se trouvent bien en France, n'ont aucune critique à faire à notre égard. C'est pas la réalité, hélas, que vivent les gens qui côtoient. Nous, on est souvent assez loin du problème, mais ceux qui se frottent en banlieue notamment, mais pas seulement, aussi dans les petites villes et les petits villages de France, on a un problème. Quand on a 6 ou 7 millions de gens qui pratiquent la religion musulmane, ou en tout cas qui sont musulmans, on ne sait même pas d'ailleurs si on en a 7 millions, puisqu'on n'ose même pas les compter. Mais disons que ceux qui pratiquent, on n'a même pas le droit de les compter. Donc, nier que nous avons, alors évidemment,
qu'il ne s'agit pas de faire l'amalgame, mais à force de dire on ne fait jamais l'amalgame, on refuse de voir le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on a un refus total d'intégration de plusieurs centaines, de plusieurs milliers, là encore, personne ne le sait. On en a 800 ou 900 en Irak ou en Syrie qui vont rentrer, on ne sait pas dans quel état d'esprit, on en a des centaines d'autres qui veulent partir. Si vous dites, ma chère Clémentine, qu'il n'y a pas de problème dans ce pays, je crains que vous soyez d'un naturel exagérément... Est-ce que c'est possible de m'écouter? Est-ce que c'est possible d'écouter ce que je dis, Monsieur Dacier? Il faut peut-être pas noircir le tableau pour le plaisir, mais dire qu'on n'a pas de problème, c'est pas sérieux. Non, mais est-il possible d'écouter ce que je dis sérieusement, hein? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, puisque nous avons évidemment des filières djihadistes qu'il faut combattre. Et je pense que le gouvernement ferait bien de s'occuper d'abord de mettre les moyens pour traquer les réseaux. Ça me paraît évident. Tous ceux qui trouvent les djihadistes... Je voudrais pouvoir aller jusqu'au bout. Je suis la seule sur ce plateau à être en désaccord. Ça me met en colère. Si on prend la question au sérieux, ça veut dire qu'il faut s'occuper de ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Et avoir une stratégie internationale qui sert. Demain. Troisièmement, cette entreprise de déni est insupportable. Je vous ai laissé terminer. Vous êtes très incorrect. Pour des gens qui sont censés aimer le débat. Arrêtez de vous prendre si au sérieux. Oui, parce que c'est une question sérieuse, donc terminez. Allez au bout, Clémentine. Allez au bout. Jusqu'au bout, ce que je veux dire, c'est que la logique qui consiste à assimiler toutes les situations et à dire que, en gros, les musulmans en France sont le problème des Français, de la France aujourd'hui. Personne assimile tout, hein. Pardon. Vous entendez la petite musique? Vous entendez la petite musique? Vous arrêtez ce discours, parce que là, vous nous ramenez avant le 7 janvier. Vous nous ramenez avant le 7 janvier. Très bien. Non, mais il n'y a pas... Si vous pensez que, par une logique de guerre des il ne s'est rien passé à Il y a quand même eu près de 300 morts dans ce pays depuis un an et demi, tout de même. Précisément. Eh bien, si vous voulez la guerre civile dans notre pays, continuons à mener le débat de la sorte. Donc on n'en parle pas. Il se passe rien et tout va bien. Je vous dis d'en parler. Je ne demande que ça. C'est ce que fait Zemmour. Même si parfois il pousse un peu loin le bouchon, son histoire de prénom, c'est pas complètement faux. Je vous rappelle que jusqu'en 1993, vous n'aviez pas le droit de prendre des prénoms qui ne fassent pas référence à des personnages historiques. Oui, c'est possible. Mais non, mais ce qui m'étonne, moi, c'est les phrases de Ménard sur la France éternelle, où les Français, c'est des... Un mot chacun pour terminer. C'est ça que vous voulez. Juste un point. Juste un point. Moi, je me mets aussi à la place des musulmans de France. Et il y a un vrai problème. C'est pourquoi le débat sur l'islam et sur l'islam de France est essentiel. Parce que pour les musulmans, il y a un véritable grand écart entre la pratique de l'islam, et en tout cas le respect de l'islam, et puis la vie en République. Il y a un grand écart. Il est compliqué de reliser le Coran, article 5. Allez, un mot d'Elisabeth et on a fini sur ce débat qui est un débat qu'on reprendra tout au long de l'année. À Clémentine qu'elle est très en retard par rapport à un certain nombre de musulmans. Elle est très en retard par rapport à un certain, par exemple, Amardib, qui est un conseiller de Boubacar à la mosquée de Paris. Il parle dans Causeur ce mois-ci, mais il a parlé ailleurs sur BFM, et qui dit maintenant, ça vient de chez nous, nous devons absolument reconquérir toute une jeunesse perdue, car ce que vous oubliez, ce que vous ne voulez pas voir, si vous voulez, c'est la haine de la France, parce que ça, vous allez la chercher au Moyen-Orient. Il y a dans ce que vous ne voulez pas voir, c'est la haine des musulmans qui est dans ce pays. Et je voudrais juste vous dire que le Burkini, depuis la polémique, a été la risée de la France à l'échelle internationale. Le nombre de Burkinais a augmenté en termes de bons de commande. Donc je n'ai pas le sentiment. Non, mais je n'ai pas le sentiment. Je n'ai pas le sentiment que plus la polémique se pose dans ces termes-là, plus le problème est résolu. C'est l'inverse qui se passe. Allez, dernier sujet dans un instant, si vous voulez bien, le sondage dont on vous a parlé de soir. La gauche éliminée dès le premier tour en 2017. Marine Le Pen en tête, quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure. Qu'il monte sur le ring s'il veut rester à l'Elysée, parce que ça s'annonce plus que compliqué. Le président sortant serait dans les cordes dès le premier round de la présidentielle. Emmanuel Macron le bat même de 5 points. Globalement, la gauche ne parvient pas à atteindre le second tour dans tous les cas de figure, devancé par Marine Le Pen et le candidat de la droite, Juppé ou Sarkozy. Enquête TNS Sofres pour Le Figaro. Alors, 23 avril 2017 va-t-il ressembler au 21 avril 2002 sur les réseaux sociaux, Benoît? On se demande en effet si c'est trop tôt pour commencer à s'inquiéter. Pour l'instant, aucun des deux n'est candidat, note déjà Marc. Et puis bon, Macron n'est pas un miracle, écrit France. Tout le monde est devant Hollande. Mon poisson rouge serait devant Hollande au premier tour, écrit Xav. C'est la blague en réaction à ce sondage. J'en ai trouvé une centaine de variantes. Ma grand-mère, un parpaing, une chèvre. Vous êtes dur avec le président, dit Pilou. Il y a quand même Cécile Duflot qui fera encore moins. D'autres doutent quand même et se disent que ça sent la bulle médiatique. Tian, par exemple, a du mal à croire que Macron atteigne ce score. Franchement, qui irait voter massivement pour celui à l'origine de la loi travail, demande-t-il. Le véritable enseignement de ce sondage, c'est pas que Macron bat Hollande, c'est que la gauche, dans tous les cas, reste éliminée.
terminé, remarque Laurent. Et le socialiste Jérôme Guedj lui répond, voilà, si on pouvait se concentrer sur l'essentiel et sur le seul outil pour éviter cela, les primaires, stop aux jeux perso. Brice conclut, la vérité c'est qu'on est qu'en 2016, au-delà, j'appelle ça l'horoscope, rien d'autre. Alexandre Malafaille, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Hollande qui dégringole, mais ce qu'on a raconté dans le journal des éditeurs, c'est surtout Marine Le Pen, ça y est, c'est acté, quoi. Elle est à 28% quoi qu'il arrive, elle est première au premier tour. Depuis longtemps. Le sentiment que j'ai, c'est que Marine Le Pen, oui, c'est acté depuis longtemps qu'elle est au premier tour. Mais je pense que c'est pas ça l'enseignement de ce sondage, pareil. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir finalement la réaction des Français par rapport à Emmanuel Macron. Oui. Je trouve qu'il y a une espèce de prime au courage. Il a pris une décision qui était difficile. Il aurait pu continuer. Il a peut-être effectivement un destin, mais il aurait pu choisir un chemin peut-être plus facile. Il y a cette prime au courage. Alors on le traite de traître. Très bien. En son temps, un certain Charles de Gaulle a été traité de traître et condamné à mort le 2 août 40. Comparaison audacieuse. Non, mais attendez, il faut prendre ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. Maintenant, on verra dans la durée si effectivement il y a du fond, il y a une vision, il y a du régalien. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que tout le monde se disait, mais est-ce qu'il ne va pas être considéré justement comme Brutus qui a tué François Hollande, etc. Il a réussi le premier étage de sa fusée est une réussite. Et je voudrais ajouter que c'est important, je pense, parce que c'est un message positif dans cette espèce d'océan, là encore, de difficultés d'anxiogène. Ce message positif, c'est la bonne nouvelle de quelqu'un de nouveau qui incarne le renouvellement. L'idée du renouvellement, les Français l'attendent. On comprend, Jean-Claude Dacier, troisième homme, ça lui fait une belle jambe. Alors, oui, il y a plusieurs niveaux de renseignements intéressants dans ce sondage. Il y a aussi le fait qu'Arnaud Montebourg n'a pas vraiment, lui, réussi son lancement. Pour le moment, il était à combien 6 ou 7 6 ou 7, c'est pas une totale réussite. Et c'est vrai que le total gauche, ce qui condamne, à mon avis, et depuis longtemps, mais en réalité, on a cette information-là qui apparaît de manière forte, qui condamne la gauche à une défaite quasi certaine, c'est que le total gauche est très bas. Il a jamais, historiquement, à mon avis, été très bas. Quant à la trajectoire personnelle du président de la République, on sait plus si c'est la cause. Macron, c'est plutôt une il est à 15, il est à combien nous. Il est à 11 ou à 12 ou à 13 selon les candidats en présence. Bon, son problème c'est que sa zone de chalandise à Macron, elle n'est pas à gauche. Non, mais vous le comptez à gauche, c'est ça? Elle est plutôt à droite. Il dit lui-même qu'il est à gauche. Il l'a encore la semaine dernière. Pour l'instant, quand il aura commencé à dire ce qu'il veut vraiment, là on verra ce qui va se passer dans l'opinion. Son courant, c'est les réformateurs. Il dit moi je veux aller chercher les réformateurs. Il va taper pour une part, notamment au centre. Rappeler sur la percée d'Emmanuel Macron, c'est que quand même en termes de médias, il s'est d'ailleurs fait son carnet d'adresses quand il feuille qui concernait les grands médias. Donc je pense qu'il s'est fait à ce moment-là un réseau très important. Et pour avoir vu sur TF1, c'était quand même impressionnant. Il a géré le fric de nos actionnaires 25 minutes de TF1 avec des reportages. C'est un événement politique. J'entends bien. Mais je veux dire, globalement, il a eu une couverture. C'est un bon produit politique quand même, Macron. Il y en a d'autres qui sont aussi un bon produit marketing quand même. Certes, enfin, regardez, Jean-Luc Mélenchon va être invité. C'est pas l'interview en prime time, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. C'est pas l'interview. Il va avoir du prime time sur France 2. C'est pas l'interview de TF1 qui explique ce sondage. Ça a pu aider, mais néanmoins, il y a une véritable. Il intéresse. Il est intelligent, il a du charme, il a dit des choses qu'on aime entendre quand on est de droite. Donc il y a une trajectoire Macron. Ce qui est aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est les chiffres de François Hollande. Ouais. C'est effrayant. Mais ça, vous les comprenez, les chiffres, Clémentine, de François Hollande? C'est quand même l'enseignement le plus important. C'est en effet le total gauche et l'effondrement total de François Hollande. Et c'est, je crois, le plus important, c'est de se dire que François Hollande puisse imaginer être à nouveau candidat alors qu'il est éliminé du deuxième tour à coup sûr et qu'il chute à 11%. C'est quand même ahurissant. Voilà, Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il était à 3% dans la campagne de la primaire socialiste un an avant. Oui. Oui. Mais ça veut dire un paysage politique. Il vient de gouverner 5 ans, c'est pas pareil. C'est difficile ce soir. C'est sympa, je trouve ce soir. Ça veut dire un paysage politique qui n'est pas stabilisé, parce qu'il peut être tout à fait à 16%, mais suivant les configurations, on ne sait pas du tout comment ça va durer. La bulle Macron, et pour l'instant, il a à peu près rien dit sur le contenu, si ce n'est qu'on connaît son positionnement libéral. Allez, Elisabeth, pour terminer. Franchement, d'abord, ce sondage, évidemment, est un peu une blague. On ne sait pas qui sera candidat, on ne sait pas sur quel programme. Simplement, je voudrais juste finir en disant, pour moi, c'est la démonstration de ce que on essayait de dire avant, Clémentine. C'est-à-dire que les partis qui vont se retrouver au deuxième tour sont des partis qui ont, d'une façon ou d'une autre, répondu à la question identitaire. Que ça vous plaise ou pas, je pense qu'elle va être déterminante. Et je crois
Je veux dire, il pourrait y avoir des réponses de gauche. Seulement, la seule réponse de la gauche, si vous voulez, pour l'instant, est de nous dire il n'y a pas de problème d'identité. C'est pas vrai. Manuel Valls dit la même chose que vous. Et justement, c'est l'intérêt, si vous me permettez, du livre d'Éric Zemmour aujourd'hui, c'est que c'est ça, sa thèse, c'est de dire aujourd'hui ce que nous jouons. Ce qui se joue pour la France n'est même plus la souveraineté, c'est l'identité. Bon, moi, je crois qu'il a. Enfin, ça n'occupera pas tout le terrain de la campagne. Mais ça occupera. Ça la feuille de paye va. Regarde, la condamnation la plus violente contre François Hollande, 86%, c'est contre les problèmes économiques et sociaux. Ah là, Jean-Claude Bourroche, moi, je pense les valeurs de la République, c'est pas terrible. Je pense que la gauche ne se relèvera que quand elle tombera, elle cessera de tomber dans le piège tendu par la droite, qui est de parler d'identité, et qu'elle reparlera d'égalité. C'est ça le véritable affrontement droite-gauche aujourd'hui. Et malheureusement, le gouvernement, comme Valls, a enfourché le pas et lui-même se situe sur le terrain de l'identité. C'est là qu'est la faille. C'est un gouvernement qui a constitué un désastre social et les catégories populaires nous en veulent et je le comprends. Je vous signale quand même que dans ce sondage, il y a aussi le fait que le meilleur candidat à gauche aujourd'hui, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est dire qu'il y a besoin d'un autre discours. Allez, merci à tous les quatre. Merci à Clémentine Autain, Alexandre